Bonjour à tous. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Seyed M. Marandi, professeur à l'Université de Téhéran et ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociations nucléaires. Les États-Unis et leurs alliés se sont alliés pendant de nombreuses années à divers groupes terroristes pour renverser le gouvernement syrien. Ils ont finalement réussi à la fin de 2024. Au cours des derniers mois, nous avons vu les gouvernements occidentaux chercher à normaliser leurs relations avec le chef terroriste, Abu Mohammad al-Julani, qui dirige désormais la Syrie. Trump le qualifie d'homme séduisant et coriace, avec un passé très solide, ce qui est une façon intéressante de parler de ce régime d'Al-Qaïda, branche de l'EI. Et les médias décrivent systématiquement Julani et le nouveau gouvernement syrien comme d'anciens terroristes désormais réformés. On avait donc l'impression qu'ils étaient adoptés par l'Occident, et c'est peut-être encore le cas. Mais maintenant, bien sûr, Israël attaque les nouvelles autorités en Syrie. Donc, professeur Marandi, je me demandais ce que vous en pensiez. Le partenariat passé entre Israël et Julani est-il terminé? Et si oui, quel impact cela aura-t-il sur le partenariat plus large entre la Syrie et l'Occident? Eh bien, tout d'abord, je tiens à souligner que le régime israélien a toujours eu intérêt à détruire les pays voisins et à les maintenir faibles et fragmentés afin de pouvoir dominer la région. Il a toujours agi ainsi envers le Liban. Il l'a fait régulièrement contre la Syrie, la Jordanie et bien sûr l'Égypte. Et il a toujours eu, par l'intermédiaire des États-Unis, un intérêt à détruire d'autres pays comme l'Irak et la Libye. Tout pays qui possède un certain pouvoir, une certaine force ou richesse susceptible de menacer la suprématie israélienne est pris pour cible. L'Iran, bien sûr, est visé depuis la Révolution. Maintenant, je voudrais simplement rappeler à vos téléspectateurs quelques éléments concernant la Syrie. Avant 2011, lorsque cette sale guerre a commencé, la question de savoir comment affaiblir la Syrie était déjà débattue parmi les décideurs politiques et les responsables gouvernementaux aux États-Unis. Mais plus important encore, dans la région, la Syrie entretenait de très bonnes relations avec ses voisins. Le président Assad, ou l'ancien président Assad, et Erdogan avaient d'excellentes relations. Ils partaient en vacances ensemble avec leurs familles. Ainsi, la Syrie avait une relation bien plus étroite avec la Turquie qu'avec l'Iran. La relation de l'Iran avec la Syrie se limitait essentiellement au fait que les Syriens permettaient à l'Iran de soutenir la résistance palestinienne et la résistance au Liban via leur territoire. L'Iran avait très peu d'influence sur ce qui se passait à l'intérieur de la Syrie, et les échanges commerciaux étaient toujours très limités. Même ces dernières années, cela restait limité. L'Iran a essentiellement apporté une aide à la Syrie pendant la sale guerre. Puis en 2011, lorsque la sale guerre a commencé, nous avons vu Erdogan changer complètement. Il a rejoint Obama dans les sales guerres qui ont commencé, bien sûr, en Libye. Et Al-Qaïda a été utilisé en Libye. Le Qatar était profondément impliqué. Puis après la Libye, ils sont passés à la Syrie. Le principal foyer ou le centre principal pour déstabiliser la Syrie se trouvait en Turquie et aussi bien sûr en Jordanie, mais surtout en Turquie. Donc soudainement, cette relation qui était excellente, les Qataris avaient des investissements en Syrie, des dirigeants qataris possédaient des maisons en Syrie, des membres de la famille régnante avaient des maisons ou de petits palais en Syrie. A soudainement changé. Et bien sûr, nous connaissons l'email tristement célèbre de Jake Sullivan à Hillary Clinton, daté du 12 février 2012, affirmant qu'en Syrie, Al-Qaïda est de notre côté. La même Al-Qaïda qui, selon le récit officiel, a perpétré le 11 septembre, se retrouvait, une décennie plus tard, du côté des États-Unis. Et bien sûr, avant cela, ils étaient également du côté des États-Unis en Libye,
via la Turquie, via le Qatar, et bien sûr d'autres pays riches en pétrole et en gaz du Golfe Persique. Mais je pense qu'il est juste de dire maintenant, après l'arrivée au pouvoir de Mohammed Ben Salman, que pour une raison ou une autre, il s'est en grande partie éloigné de ces groupes salafistes et takfiris, qui sont désormais principalement soutenus, appuyés et entraînés par une coalition qataro-turque. Mais après le début de la sale guerre, et bien sûr les États-Unis ne mènent pas de sale guerre dans cette région sans une coordination totale avec le régime israélien, il s'agissait d'une opération israélo-américaine visant à affaiblir la Syrie. L'Iran, à cette époque, était préoccupé, mais il n'avait rien à voir avec ce qui se passait en Syrie. L'Iran affirmait qu'il s'agissait d'une guerre sale. Les agences de renseignement iraniennes savaient ce qui se passait. Elles l'avaient déclaré. Mais les médias occidentaux soutenaient les soi-disant révolutionnaires syriens, qui allaient ensuite être connus sous le nom d'Armée syrienne libre, et ils disaient que tout cela n'était que des absurdités. Dès 2013, des dizaines de milliers de combattants étrangers étaient déjà entrés en Syrie, et Al-Qaïda puis Daesh sont devenus des groupes énormes et puissants. Il y avait aussi Jaish al-Islam et d'autres groupes affiliés à ces organisations. Parfois ils étaient en guerre les uns contre les autres, parfois ils étaient alliés. Mais dans tous les cas, il y avait de nombreux groupes différents, mais tous takfiris, salafistes, financés en grande partie par des dictatures familiales du camp américain dans la région du Golfe Persique. Ils finançaient ces takfiris à proximité du plateau du Golan, le plateau du Golan syrien, occupé. Et chaque fois que l'armée syrienne tentait de les attaquer, ils frappaient souvent les Syriens eux-mêmes. Donc non seulement ils soutenaient l'État islamique et Al-Qaïda dans cette zone, mais ils intervenaient eux-mêmes. Parfois ils frappaient aussi des Iraniens. Il y avait donc cette large coalition, puis des dizaines de milliers de combattants étrangers sont venus de toute la région et au-delà, d'Europe et d'Amérique du Nord, mais principalement d'Europe. Et beaucoup de ces endroits en Europe, où le salafisme ou l'idéologie takfiri était promue, sont devenus des centres pour recruter des personnes à envoyer en Turquie, puis ils les faisaient entrer en Syrie. Et beaucoup se sont plaints. Des familles, je connais des familles au Royaume-Uni qui ont vu ce processus se dérouler. Elles sont allées voir la police, et la police a dit « Ne vous inquiétez pas, nous savons ce qui se passe, nous nous en occupons, ou bien nous gérons la situation. » Mais ils ont laissé faire pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'une politique visant à recruter des jeunes, des personnes naïves, grâce à cette immense richesse pétrolière et gazière provenant du Qatar et d'autres pays à l'époque. Rappelez-vous, c'était avant Mohammed Ben Salman. Donc l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Koweït, beaucoup d'argent était dépensé à travers l'Europe, la région, au Pakistan, dans le monde entier, pour diffuser cette idéologie salafiste, ce wahhabisme, qui était d'ailleurs obscur et n'a jamais été dominant dans le monde islamique. Cela venait du Najd, une région d'Arabie Saoudite où cette idéologie était très puissante. Mais c'est vraiment la richesse pétrolière qui a permis sa diffusion, puis plus tard la richesse gazière a pris le relais. Ainsi, des personnes étaient recrutées du monde entier, venant de ces centres culturels, comme je les appelle. Et puis, il y avait toutes ces chaînes de télévision en grand nombre, pas seulement les chaînes officielles, comme Al Jazeera, Al Arabiya et d'autres, mais le Qatar, l'Arabie Saoudite et d'autres finançaient un nombre énorme de médias qui faisaient la promotion de l'idéologie takfiri et de la haine sectaire. Ils diffusaient de la désinformation sur les sectes, sur d'autres personnes, sur des groupes, afin de créer cette haine religieuse. Et ils étaient tous autorisés à diffuser par satellite,
et aucun gouvernement occidental n'avait de problème avec le sectarisme et la haine qui étaient diffusés. Il y avait donc cet immense appareil médiatique financé par la richesse du pétrole et du gaz. Et puis, il y avait ce vaste réseau à travers le monde qui était désormais mobilisé pour faire venir des combattants. Ainsi, en 2013, lorsque l'Iran a vu ces dizaines de milliers de combattants étrangers en Syrie envahir le pays, les Iraniens ont estimé qu'ils devaient intervenir. C'est à ce moment-là que le Hezbollah et l'Iran ont commencé à s'impliquer en Syrie, en 2013, 2 ans après le début de tout cela, et presque 2 ans après l'email, ou 1 an et demi après le fameux email de Jake Sullivan à Hillary Clinton. Jake Sullivan's infamous email to Hillary Clinton. Donc la Syrie, qui était très proche du Qatar, de l'Arabie Saoudite et de la Turquie en particulier, car comme je l'ai dit, l'ancien président Assad et M. Erdogan partaient ensemble en vacances en famille. Cela n'a jamais existé entre un dirigeant iranien et le président syrien à cette époque. Maintenant, je ne veux pas revenir sur la guerre sale et tout cela, mais je vais avancer rapidement jusqu'à la situation actuelle. Finalement, la Syrie est tombée. Et cet appareil médiatique ainsi que cette immense richesse ont contribué à créer un environnement où beaucoup de gens ont célébré la chute de la Syrie. Beaucoup de gens en Occident ont fait semblant en Occident aux États-Unis, ils ont effectivement fait d'Abu Mohammad al-Julani, qui, comme vous l'avez justement dit, était l'un des cofondateurs de l'État islamique, le chef d'Al-Qaïda en Syrie et le chef de l'État islamique en Syrie, car il a été envoyé en Syrie par l'État islamique d'Irak, qui est ensuite devenu l'État islamique, pour créer la branche d'Al-Qaïda en Syrie. Ensuite, ils ont eu des divergences et se sont séparés. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, selon la loi américaine, il était un terroriste, mais ils ont coopéré avec lui par l'intermédiaire de tiers, comme ils le font. Ce n'est donc pas comme s'ils voulaient l'éliminer, ils l'aidaient. Ils utilisaient ce qu'on appelait l'armée syrienne libre, qui avait très peu d'influence en Syrie, en Turquie et en Jordanie, et ils finançaient ces groupes, lesquels remettaient ensuite les armes à Daesh, à Al-Qaïda et à leurs affiliés pour mener les vrais combats. Et il faut garder à l'esprit, il y a toutes sortes de choses que je pourrais souligner, mais une note de bas de page que je trouve importante, c'est que le secrétaire d'État américain de l'époque, Kerry, a déclaré dans un enregistrement audio ayant fuité que les États-Unis avaient permis à Daesh d'avancer vers Damas pour faire pression sur le gouvernement syrien et sur Assad. C'est public, vous pouvez le trouver. Je veux dire, vos téléspectateurs peuvent le trouver. Donc ils ont été autorisés à se battre. Ils étaient qualifiés de terroristes, mais on les a autorisés à se battre. Ensuite, après la chute de la Syrie et l'arrivée au pouvoir d'Al-Qaïda et de l'État islamique, nous avons vu comment les médias occidentaux ont commencé à les requalifier, ou cela avait commencé avant, mais ils les ont requalifiés, ces forces. Et bien sûr, Al-Julani a été retiré de la liste des terroristes, puis les sanctions contre la Syrie ont été complètement levées. Ce qui, bien sûr, est la seule bonne chose dans tout cela. Les sanctions contre la Syrie étaient illégitimes, et une guerre était menée contre les Syriens ordinaires. Et c'est totalement injustifié. Mais la raison pour laquelle ils ont levé les sanctions, c'est parce qu'ils soutenaient l'État islamique et Al-Qaïda. L'État islamique et Al-Qaïda étaient leurs outils depuis le tout début. Et c'est quelque chose auquel beaucoup de gens devraient réfléchir. Les personnes qui soutenaient l'État islamique et Al-Qaïda dans le monde islamique, ainsi que parmi les musulmans en Occident qui sont aujourd'hui indignés par les actions du régime israélien, poursuivaient une politique qui allait dans le sens des intérêts israéliens. Ils suivaient une politique guidée par les États-Unis. Ainsi, ce qu'ils ont fait, consciemment ou non, a essentiellement renforcé le régime israélien depuis 2011.
Je soutiens que si la Syrie n'avait pas été affaiblie au cours de cette décennie et demie, le régime israélien n'aurait pas pu obtenir les succès qu'il a remportés. Même si je pense que les Israéliens ont perdu, au cours des 21 derniers mois, bien plus qu'ils n'ont gagné, mais je crois que nous en avons déjà parlé, les succès qu'ils ont obtenus sont en grande partie dus au fait que ces personnes ont aidé les Américains à poursuivre une politique de destruction de la Syrie, et nous en voyons les résultats. Maintenant, Al-Julani, comme nous nous y attendions dès le premier jour, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, allait conclure un accord avec les Israéliens. C'était évident car dès le début, il a été soutenu par l'Occident, et nous avons vu ce processus se dérouler. Al-Julani a commencé à négocier par l'intermédiaire de la Turquie, et je vais en venir à la Turquie, à M. Erdogan, dans un instant. Désolé pour cette réponse très longue. Mais Al-Julani a commencé à essayer d'établir une bonne relation avec le régime israélien. Il a envoyé de nombreux messages disant « Regardez, nous n'avons que deux ennemis, et nos deux ennemis sont aussi les vôtres, l'Iran et le Hezbollah. » Évidemment. Et même dans son discours l'autre soir, après que les Israéliens ont bombardé la Syrie, la nuit précédente ou tôt le matin, il a en quelque sorte remercié les États-Unis, les pays arabes et la Turquie d'avoir tenté de mettre fin à cette attaque d'Israël. Ainsi, les États-Unis sont apparemment une force du bien aux yeux de M. Al-Julani. Il a donc fait de son mieux. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Turcs ont facilité de leur propre aveu, ils facilitaient des discussions, une bonne relation entre Israël et Al-Julani par le biais de négociations directes et indirectes, la plus récente ayant eu lieu en République d'Azerbaïdjan, à Bakou, qui est un autre allié proche du régime israélien. L'Azerbaïdjan envoie du pétrole via la Turquie vers Israël. Tout au long de cet holocauste à Gaza, la Turquie et l'Azerbaïdjan ont joué un rôle clé dans le soutien militaire au régime israélien par le commerce, mais surtout grâce au carburant bon marché qu'ils ont envoyé à Israël. Il a donc été en contact avec le régime israélien. Il a essayé de courtiser le régime israélien. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un accord pour que les troupes d'Al-Julani se déplacent vers Soueïda et le sud de la Syrie. Ensuite, concernant le régime israélien, il y a deux points de vue. Le premier est que le régime israélien a constaté qu'ils amenaient des armes lourdes, ce qui ne faisait pas partie de l'accord. Alors ils ont commencé à frapper. Le second point de vue est que le régime israélien a utilisé cela comme prétexte, en disant qu'ils avaient amené des armes lourdes, mais qu'en réalité, ils avaient l'intention de frapper de toute façon. J'ai tendance à croire la seconde version, que le régime israélien voulait réduire Al-Julani et qu'il souhaite maintenir la Syrie faible. Et ils essayent aussi de séduire. Leur objectif est de placer les Druzes dans une position où ils sentent qu'ils n'ont d'autre choix que de se tourner vers Israël. L'objectif israélien a toujours été de fragmenter la Syrie et d'en faire une Syrie balkanisée. La Turquie, en revanche, et Erdogan en particulier, car je ne veux pas dire la Turquie dans son ensemble, puisque la Turquie est un pays avec une population immense et des opinions très diverses sur différentes questions, même au sein du parti AKP d'Erdogan, beaucoup s'opposent à lui, beaucoup de gens que je connais et à ce qu'il fait. La Turquie, en revanche, n'a pas l'intention de nuire à Israël. La Turquie commerce avec Israël. Ils ont des échanges commerciaux, ils ont des relations d'affaires. La dernière fois que j'étais à l'aéroport d'Istanbul, il y avait des vols directs, des vols de Turkish Airways, vers le régime israélien. Ils font du commerce, ils font des affaires. Ils ont des liens diplomatiques, et bien sûr, ils exportent du pétrole, ou ils transportent du pétrole, ce qui est le plus important. Un autre point important est que lorsque les forces armées yéménites ont bloqué la mer Rouge,
certains des biens dont les Israéliens avaient besoin, auxquels ils n'avaient pas accès, sont passés par les ports égyptiens et d'autres sont venus de Turquie. Egyptian ports and others came from Turkey. So they helped them replace those. Ils les ont donc aidés à remplacer les choses dont ils avaient besoin et auxquelles ils ne pouvaient pas accéder par la mer Rouge. La Turquie, ce qu'elle veut, ou plutôt ce qu'Erdogan veut, c'est avoir sa propre sphère d'influence. Il veut recréer une sorte de mini-empire ottoman. Il souhaite donc avoir une sphère d'influence en Syrie, en Irak et dans le Caucase. Et nous avons vu comment il a essayé de le faire. Il possède un très grand nombre de bases dans le nord de l'Irak. Daesh et Al-Qaïda y sont en grande partie sous le contrôle. Cela a été le cas au fil des années. En réalité, Serena Shim, la journaliste, a été tuée ou assassinée à la frontière turco-syrienne lorsqu'elle a révélé que des camions de l'Organisation mondiale de l'alimentation étaient utilisés par les services de renseignement turcs pour envoyer des troupes et des armes en Syrie. Ensuite, les services de renseignement turcs ont déclaré qu'elle était une espionne. Elle a immédiatement ce jour-là déclaré en direct à la télévision « Ils disent que je suis une espionne, mais je ne le suis pas. Je ne fais que rapporter la vérité. » Et puis alors qu'elle partait, une voiture l'a percutée et tuée. Vous voyez quelle coïncidence. Donc la Turquie et Israël ont des ambitions expansionnistes parallèles, ou plutôt, Erdogan et Israël ont des ambitions expansionnistes parallèles. La Turquie cherche à exercer son influence dans le nord de la Syrie, le nord de l'Irak et le Caucase. Et Israël, bien sûr, souhaite le sud de la Syrie et certaines parties du Liban. Et bien entendu, cela pourrait aller aussi loin que le projet du Grand Israël le voudrait, hypothétiquement. Il existe donc des points de friction entre la Turquie et Israël, mais la Turquie ne veut absolument pas avoir de problème, ou plutôt, Erdogan ne veut pas avoir de sérieux ennuis avec le régime israélien. C'est pourquoi il n'a rien fait pour la Syrie, malgré le fait que les Israéliens massacrent des gens. Mais ce qu'Erdogan et le Qatar ont fait, c'est qu'ils ont créé cette culture takfiri, cette idéologie takfiri. Ils répandent cette idéologie takfiri après que les Saoudiens et d'autres s'en soient en quelque sorte éloignés pour leurs propres raisons. Et cela aide les Israéliens à détruire la Syrie, car la haine qu'ils ont suscitée chez de nombreuses personnes en Syrie envers les minorités, envers les Kurdes, les Alaouites, les Druzes, les chrétiens, les chiites, les soufis, les sunnites laïcs, a largement contribué à ce que nous voyons aujourd'hui. Les crimes commis dans le sud de la Syrie par les forces d'Al-Julani et ces groupes soutenus par Israël sont scandaleux. Mais ils proviennent à l'origine de cette culture takfiri, issue du salafisme et du wahhabisme, qui a engendré cette haine où à la fois les forces de l'État islamique et d'Al-Qaïda, ainsi que beaucoup des forces de Julani, en arrivent à la conclusion qu'ils peuvent massacrer des femmes et des enfants tout en célébrant en même temps. L'État islamique et Al-Qaïda peuvent prendre des esclaves sexuels dans les quartiers alaouites, et ainsi de suite. Donc la Syrie, c'est très compliqué, c'est très triste. Et de façon intéressante, Al-Shara ou Al-Julani dans son discours a dit « Nous voulons rendre à la Syrie sa grandeur. » Or ce pays, la Syrie, n'est pas un pays très ancien. Il sous-entend en fait qu'avant la sale guerre, c'était un endroit bien meilleur qu'après que lui et les siens l'ont détruit. Eh bien, lorsque Assad a été renversé, je faisais remarquer que le fondement de ce partenariat entre les Israéliens, les Turcs, les Américains, les Européens et différents États du Golfe pourrait prendre fin en raison des objectifs divergents pour la Syrie post-Assad. Et j'imagine que, comme vous l'avez mentionné, la Turquie souhaiterait voir une Syrie plus unifiée dans ses frontières actuelles,
qui fonctionnerait alors comme un vassal pour la Turquie. Tandis que, comme vous l'avez dit, Israël préférerait une Syrie plus morcelée, balkanisée, où Israël pourrait également s'emparer d'un peu de territoire et établir des protectorats dans ce qui était autrefois la Syrie. Il semble cependant que les États-Unis cherchent à concilier certains de ces objectifs divergents. Lorsque Israël bombarde les nouvelles autorités en Syrie, Washington suggère qu'il s'agit d'un malentendu, ce qui est une manière intéressante de présenter l'attaque. Mais aussi, désormais, les Israéliens utiliseront la communauté druze comme prétexte pour une sorte de mission humanitaire, si l'on veut, afin d'établir un protectorat ou même une possible future annexion. Cela semble, encore une fois, être un instrument pour le morcellement de la Syrie. Mais cela crée également des tensions avec les objectifs de l'Union européenne, semble-t-il. Car lorsque Al-Julani massacrait, ou massacre encore les Alaouites, la première chose que l'UMF a faite a été de suggérer que les Alaouites avaient eux-mêmes provoqué cela, fournissant ainsi une couverture politique au massacre. Maintenant, si Israël affirme qu'il doit intervenir, ce qu'il fait avec ses forces, pour aider la communauté druze, cela rend très difficile pour les Européens et les Américains de présenter Al-Julani comme cet ancien chef terroriste réformé qui se soucie désormais de toute la Syrie. Il semble donc que les lignes de fracture seront très difficiles à ignorer. Dans quelle mesure est-il possible que cela dégénère en tensions plus ouvertes maintenant qu'Israël bombarde la Syrie? À quel moment les Turcs commenceraient-ils à riposter ou à intervenir contre Israël? Ou bien les États-Unis devraient-ils alors s'opposer à la Turquie? Considérez-vous que c'est quelque chose qui commence ou qui pourrait commencer à se dégrader? Voyez-vous un scénario probable pour l'avenir dans cette situation? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, il est évident que les Israéliens ne se soucient pas des Druzes. Il y a des Druzes en Israël qui ont effectivement fait partie des forces d'occupation. Certains d'entre eux ont même été impliqués dans de grandes atrocités, à la fois à Gaza et en Cisjordanie. Mais une partie de la population druze sous le régime israélien éprouve de la sympathie pour les États voisins et les Palestiniens. Ils ne se considèrent pas comme faisant partie de ce projet sioniste. Mais si le régime israélien se souciait vraiment des Druzes en Syrie, il n'aurait pas soutenu Al-Julani ainsi qu'Al-Qaïda et Daesh en Syrie. Parce que les plus sectaires, les plus brutaux, en réalité, Al-Julani ressemble beaucoup à Netanyahou et ses partisans ressemblent beaucoup aux sionistes, car ce sont des suprémacistes. Ils considèrent les autres comme des sous-hommes. Ils pensent pouvoir tuer qui ils veulent. Et à travers cette idéologie takfiri qui, malheureusement, exerce une large influence dans la région et au-delà, à des degrés divers, il existe différents degrés de sectarisme. Il y a le sectarisme subtil qui est diffusé officiellement et par des médias comme Al Jazeera et d'autres médias qataris bien connus ou d'autres médias affiliés à Erdogan. Et beaucoup de ces médias en Turquie qui sont contrôlés par le gouvernement turc sont financés par le Qatar. Et c'est une autre histoire. Donc ce sectarisme subtil existe à certains niveaux, puis quand on creuse davantage, il devient beaucoup plus extrême et ressemble beaucoup plus au sionisme, y compris dans leur comportement. Nous l'avons constaté. Et puis pour justifier ce qu'ils font, ils projettent, tout comme les sionistes projettent tout sur les Palestiniens ou sur le Hezbollah, ils le projettent aussi sur les minorités et sur ceux qui n'adhèrent pas à l'idéologie de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Mais dans tous les cas, si Israël se souciait vraiment des Druzes, il n'aurait pas soutenu l'État islamique et Al-Qaïda aux côtés du Golan occupé par la Syrie depuis 2011 et 2012, et ainsi de suite.
since 2011 and 12 and so on. The second point Le deuxième point est que le fait que les Américains aient qualifié cela de malentendu fait écho à ce que je disais plus tôt. Il y avait un accord pour que al-Julani envoie ses troupes dans le sud. Mais les Israéliens disaient qu'ils faisaient entrer des armes lourdes, ce qui ne faisait pas partie de l'accord. Je n'y crois pas. Je pense que le régime israélien avait l'intention de laisser ces gens entrer pour ensuite les détruire. Donc, la coordination à laquelle les Turcs ont contribué, cette relation que le gouvernement turc a aidé à établir entre al-Julani et Netanyahou, je pense que le plan de Netanyahou était de frapper ces gens. Ou, si ce n'était pas son intention initiale, il a été convaincu de le faire par ses partenaires de coalition. Et il l'a fait. Et puis il y a un troisième élément, c'est-à-dire que, personnellement, je pense que cela a été une grave erreur de la part du régime israélien, car bombarder une autre capitale sans provocation, dans ce cas, bombarder le ministère de la Défense, et les gens l'ont vu en direct, montre simplement au monde que le régime israélien est le régime hors la loi et voyou qu'il est. Cela renforce encore cette image. Je ne pense pas que ce soit bon pour le régime. Et cela montre que des pays comme la Turquie, qui n'ont jamais rien fait pour nuire à Israël, et que l'OI et Al-Qaïda, qui n'ont jamais nui à Israël et ont toujours été amicaux envers les Israéliens, ne seront jamais traités différemment de la véritable résistance. Le régime israélien ne le permet pas. Et bien sûr, les forces qui le soutiennent en Occident, ils ne permettront jamais à quiconque d'avoir un quelconque sentiment de sécurité dans cette région si cela ne correspond pas entièrement aux intérêts du régime israélien. Donc, quoi qu'il arrive, je veux dire, la Turquie sous Erdogan a vraiment rendu de grands services à Netanyahou. Parce que, par exemple, si la Turquie avait rompu ses liens avec le régime israélien, cela aurait contribué à inciter d'autres pays ou à renforcer la volonté d'autres, à boycotter Israël, à rompre ou à réduire leurs relations. Mais lorsque la Turquie continue ses affaires comme d'habitude, exportant des marchandises, exportant du carburant, comment peut-on s'attendre à ce que des pays africains, latino-américains ou asiatiques prennent des mesures contre le régime? Lorsque les Émirats poursuivent leurs affaires comme d'habitude, je veux dire, ces pays ont joué un rôle énorme dans le renforcement de la position de Netanyahou au cours des 21 derniers mois. Mais malgré cela, et malgré le fait que l'État islamique et Al-Qaïda n'ont jamais ciblé Israël, ils ont ciblé la Russie, l'Iran, la Syrie, l'Irak, mais jamais Israël. Et rarement en Occident ont-ils ciblé quelqu'un d'autre, mais il s'agissait très probablement d'éléments incontrôlés. Quoi qu'il en soit, ils n'ont jamais ciblé Israël. Ou s'ils n'étaient pas des éléments incontrôlés, ils n'ont tout de même jamais ciblé Israël. Mais dans tous les cas, le régime israélien ne s'est pas rendu service, car il s'est montré lui-même comme étant hors la loi, mais il a aussi montré que la Turquie et Abu Mohammad al-Julani ne seraient pas traités différemment. Mais je ne crois pas que sous Erdogan, la Turquie ait le moindre intérêt à entrer en conflit direct avec le régime israélien, car la priorité de la Turquie sous Erdogan n'a jamais été la Palestine. Ce n'a jamais été la question palestinienne. Pour la Turquie, pour Erdogan, l'objectif est de s'étendre et de devenir plus ottoman. Et c'est pourquoi lui et Netanyahou ont eu des intérêts similaires, à savoir affaiblir la résistance. Donc, détruire la Syrie, affaiblir le Hezbollah, tout cela est bénéfique pour Erdogan. Affaiblir le Yémen, c'est aussi bénéfique pour... Au Yémen, Erdogan a soutenu des forces opposées à Ansarullah et au gouvernement yéménite. Le seul endroit où Erdogan a joué un rôle de soutien, c'est avec le Hamas.
mais il ne leur a jamais fourni de munitions, ni aidé à construire l'infrastructure militaire dont ils disposent. Pendant que nous parlons, l'Iran continue de soutenir le Hamas et le djihad islamique. À Gaza, la personne qui était responsable était l'un de ceux qui ont été tués par les Israéliens, le général Izz ad-Din. Mais il a bien sûr été remplacé par quelqu'un d'autre qui poursuit cette tâche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la Turquie, sous Erdogan, accorde des bourses aux Palestiniens, permet au Hamas d'avoir des bureaux sur son territoire, mais ne fait rien contre Israël. Et je n'ai aucun doute que dans le cas du Qatar, par exemple, si les Américains demandaient au Qatar de fermer Al Jazeera, ils le feraient. Je veux dire, le CENTCOM est basé au Qatar. Et le CENTCOM, la base, est financée par le Qatar. Donc je ne vois pas de scénario où les Israéliens ou Erdogan vont entrer en conflit direct avec le régime israélien. Il y a des divergences d'intérêts, mais il y a toujours eu beaucoup d'intérêts communs. Et, vous savez, à la fin de la journée, si quelqu'un dit vraiment « non, ce n'est pas le cas », il doit répondre à la question suivante. Pourquoi avons-nous eu des vols directs pendant cet holocauste entre Istanbul et Tel Aviv? Le flux de pétrole a continué. Le commerce aussi. C'est évident. Et bien sûr, ils ont tous les deux fait partie de ce projet Timber Sycamore, qui est devenu quelque chose de très important. Il est clair comme de l'eau de roche que le gouvernement turc sous Erdogan est très clairement dans le camp de l'OTAN. Et il ne fera rien qui puisse réellement créer une fracture entre les États-Unis et la Turquie, comme il ne l'a jamais fait par le passé. Chaque fois qu'il a tenté de petites initiatives, les États-Unis l'ont sanctionné et il a fait marche arrière. Mais ses intérêts, ceux de Netanyahou et d'Erdogan, sont en grande partie parallèles. Il existe donc certains points de conflit. Mais il ne fait aucun doute que si la situation se tend dans ces domaines, l'Occident soutiendra Israël, pas la Turquie, et Erdogan ne s'opposera pas à Israël sur ces questions. Je pense donc qu'il va continuer à faire preuve de beaucoup de prudence et qu'il préservera ses liens avec Netanyahou. Eh bien, ma dernière question concerne simplement Julani et Israël. Combien de temps cela peut-il continuer? Parce que, encore une fois, comme vous l'avez dit, Israël bombarde la Syrie, la capitale, et sa première réaction aurait été d'essayer de rassurer Israël en affirmant que, alors qu'ils sont bombardés, leurs seuls ennemis sont l'Iran et le Hezbollah. À un moment donné, il doit bien reconnaître qu'Israël ne soutient pas qu'il dirige une Syrie forte et unifiée. Et s'il ne répond pas à cette réalité, qu'Israël souhaite qu'elle soit affaiblie et divisée, il finira par perdre le contrôle de ses hommes. Je veux dire, combien de punitions peuvent-ils endurer avant de commencer à réévaluer leur loyauté apparemment indéfectible envers Israël? Voyez-vous quelque chose à ce sujet? Glenn, tu sais, il s'est passé plusieurs choses ces derniers jours que je trouve intéressantes en Iran et au Liban. Et je veux d'abord te répondre en passant par ces deux exemples. En Iran, il y a toujours eu ce camp qui dit, tu sais, si seulement nous faisions un accord avec les Américains. Et regarde la Syrie, c'est ce qu'ils disent depuis des mois. Regarde la Syrie. Maintenant qu'ils ont conclu un accord, maintenant qu'ils ont renversé, je veux dire, c'est Al-Qaïda et Daesh, des gens vraiment horribles, les pires des pires, très similaires aux sionistes eux-mêmes. S'ils pouvaient mettre la main sur nous, ils nous couperaient la tête. Mais ils ont fait un accord avec l'Occident et les sanctions ont été levées. Donc peut-être que si nous faisions un accord avec l'Occident, les sanctions seraient levées. C'est un récit qui circule depuis la chute du précédent gouvernement syrien. Les gens ont regardé leur télévision et ont vu que conclure un accord ne suffit pas. Ils viendront quand même après vous. On peut voir, vous savez, que Julani s'est rasé la barbe, porte des cravates, pactise avec le diable, va d'un endroit à l'autre et dit aux Israéliens,
Nous sommes amis et nos ennemis sont les mêmes, et ils continuent de le bombarder. Ils continuent de bombarder son peuple. Ils continuent de bombarder les gens qu'ils ont financés et soutenus. On ne peut pas conclure d'accord avec le régime israélien. Cela a renforcé la position de l'ayatollah Khamenei et de tous ceux qui disaient que, avec les États-Unis, le régime israélien, l'Occident collectif, on ne peut pas traiter avec eux. You cannot deal with them. In Lebanon, it has strengthened Hezbollah because Au Liban, cela a renforcé le Hezbollah parce que davantage de personnes, beaucoup de celles qui disaient, et je le sais parce que j'ai parlé à des gens au Liban ces derniers jours, beaucoup de personnes qui affirmaient que le Hezbollah devait rendre ses armes, disent maintenant que nous avons besoin de ces armes. Nous en avons besoin parce que vous savez, il y a Julani qui massacre les Druzes et les Israéliens qui bombardent Damas sans provocation. Donc, si la résistance est désarmée au Liban, rien ne nous protège des salafistes takfiris ou des sionistes génocidaires. Et cela a donc renforcé la résistance au Liban, parmi les Druzes, parmi les sunnites modérés. Car il faut se rappeler que les salafistes et le wahhabisme, comme je l'ai dit plus tôt, sont nouveaux sur la scène. As I said earlier, they are new on the scene. They only came in since the Ils ne sont arrivés que depuis, enfin, tout a vraiment commencé en Afghanistan, lorsque les Américains ont commencé à utiliser l'Arabie Saoudite et les Émirats, à l'époque, pour financer les extrémistes afin de combattre l'Union soviétique, mais aussi pour contenir la révolution en Iran. La révolution en Iran était anti-impérialiste, appelant au départ des Américains de la région anticolonialistes. Et donc, ils ont commencé à financer ces groupes d'Al-Qaïda pour créer de la haine envers les chiites. Il y avait donc un double objectif. Mais les premiers livres qui ont été publiés, des livres takfiri, qui étaient enseignés dans les écoles et les madrasas aux enfants afghans et aux enfants dans certaines régions du Pakistan, ont été publiés aux États-Unis par la University of Nebraska Omaha Press. Nebraska Omaha University Press. Cela a donc servi de leçon à beaucoup de gens, au Liban et en Iran, et vous savez, une leçon supplémentaire. Mais aussi en Syrie, la situation va devenir compliquée, parce que les takfiris créent cette haine, une haine de masse, et ils essayent d'endoctriner cette haine chez les enfants et les jeunes en Syrie, tout comme les sionistes le font avec les enfants juifs en Israël. Ils créent la haine, vous savez, afin qu'ils soient endoctrinés dès l'enfance. C'est ce que font les salafistes et les wahhabites. Mais au Liban, de nombreux sunnites modérés sont des sunnites traditionnels. Ils ne croient pas à cela, et ils en ont peur. Et les chrétiens aussi. Cela renforce donc l'argument de la résistance au Liban, de conserver ses armes contre le régime israélien, afin de protéger le pays du régime israélien et de ses forces salafistes wahhabites qui sont contrôlées par l'OTAN depuis des décennies. En Syrie, cela va créer des problèmes pour ces forces que l'Occident soutient. Car d'un côté, elles sont intolérantes, mais de l'autre, elles sont subordonnées. Pourtant, elles ne tirent pas profit de leur subordination. Il y a donc un problème majeur qui s'aggrave. Elles massacrent des minorités, elles massacrent des sunnites modérés, des sunnites soufis, elles réduisent en esclavage sexuel des femmes issues des minorités, en particulier les alaouites. Mais elles sont bombardées et ne réagissent pas. Ils ne vont pas attaquer les Israéliens. Ils vont attaquer les Juifs. Encore une fois, les Israéliens essayent de faire en sorte que les Juifs se tournent vers le régime israélien. Et c'est très dangereux. La balkanisation de la Syrie est exactement ce que veut le régime israélien. Et c'est pourquoi, en aucun cas, elle ne doit être balkanisée. Je veux dire, c'est une raison. L'autre raison, c'est que la Syrie et la Syrie, les gens doivent vivre ensemble. Mais je pense que cela ne va pas bien se passer pour le régime israélien. Je l'ai soutenu depuis le début, comme vous le savez, que ces 21 derniers mois ont été une catastrophe après l'autre pour Israël.
Ils ont détruit une grande partie de notre région. Ils ont détruit pays après pays. Ils ont commis un holocauste. Ils massacrent des gens en Iran, en Syrie, au Liban et ailleurs. Mais je pense que tout cela est catastrophique pour le régime israélien. Et en fait, je pense que, à cause de la stupidité des Israéliens, et certains ne seront peut-être pas d'accord ici, mais je pense que si Israël n'avait pas fait ce qu'il a fait au cours des 21 derniers mois, toute cette affaire Epstein qui prend maintenant de l'ampleur aux États-Unis n'aurait pas pris une telle tournure. La question du Mossad, je veux dire, cela aurait été un sujet, mais pas à ce point. Quand tant de gens aux États-Unis se retournent contre Israël et voient qu'ils bombardent simplement Damas, sans provocation, et qu'ils commettent ce génocide. Et en même temps, ce déchet humain, Epstein, ainsi que ses amis et alliés, coopèrent avec ce régime et mènent une corruption immense aux États-Unis, capturant l'ordre politique à travers les donateurs et d'autres personnes impliquées avec Epstein, et peut-être d'autres comme lui. Je n'ai aucun doute qu'il existe de nombreux autres Epstein qui s'affairent à leurs activités. Je veux dire, les filles qui ont été données à Epstein l'ont aussi été à d'autres. Et je suis sûr que cela continue. Mais en tout cas, je pense que ce que fait Netanyahou, lui et sa coalition, c'est qu'ils rendent le régime israélien encore plus détesté. Et je pense qu'ils légitiment, ou plutôt qu'ils renforcent la résistance, et disent au monde que la résistance avait raison, il faut prendre les armes contre le régime israélien. On ne peut jamais leur faire confiance. Ils ne te laisseront jamais vivre, peu importe à quel point tu les aides à éliminer leurs ennemis ou à affaiblir la résistance. Ils ne te traiteront toujours pas comme un être humain. Et donc au final, ce que je pense, c'est que ce qui va se passer en Syrie, c'est que les gens diront, eh bien l'Iran, le Hezbollah, ils avaient raison, la résistance avait raison. Ce qui est arrivé à la Syrie au cours des 15 dernières années n'a fait qu'empirer les choses pour nous. Et nous ne serons pas protégés parce que les Israéliens ne nous traiteront jamais comme des égaux. Donc je pense que cela ne va pas du tout fonctionner pour Israël. Je ne dis pas qu'Abu Mohammad al-Julani va être affaibli demain. Je ne dis pas que ces monstres Takfiris, en particulier ceux d'Asie centrale, de Chine et d'ailleurs, vraiment horribles, parmi les pires du pire, des milliers de personnes, qui, vous savez, sont gardés comme des outils pour l'OTAN plus tard, quand ils voudront saper l'Asie et sa croissance. Mais je pense que ça ne finira pas bien. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux. Et donc, pendant que le régime israélien, et je pense que une des raisons pour lesquelles Netanyahou agit ainsi maintenant, c'est qu'il y a une possibilité de cesser le feu à Gaza, et cela pourrait l'aider à apparaître comme fort. Et vous savez que son procès a encore été reporté. À chaque fois que le procès approche, il y a une sorte de guerre qui éclate. Donc je pense que cela pourrait l'aider à obtenir le cessez-le-feu et à préserver sa coalition en même temps. Mais je ne pense pas que ce soit la fin de l'agression de Netanyahou. C'est un point fascinant, en effet. Comment Israël, et les États-Unis d'ailleurs, pourraient être en train d'aliéner des alliés potentiels dans la région, alors que la possibilité d'un partenariat réellement fiable s'évanouit. Et comme vous l'avez dit, cela s'applique probablement aussi à l'opposition en Iran. Donc oui, merci beaucoup pour votre temps. C'est comme toujours très intéressant. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être sur votre émission et j'espère vous revoir bientôt. See you soon.